Comment les sociétés les plus prospères du XXe siècle ont-elles pu basculer dans le totalitarisme ? Comment des peuples entiers ont-ils pu renoncer volontairement à leur liberté au nom d'une illusion de sécurité économique ? Existe-t-il un mécanisme invisible qui transforme progressivement les aspirations collectives en despotisme ? En 1944, alors que l'Europe se déchirait sous les régimes totalitaires, un économiste autrichien réfugié à Londres s'est posé entre autres ces questions. Friedrich Hayek objectiva le fait que les idéologies qui promettaient l'émancipation collective, le socialisme, le fascisme, le communisme, partageaient toutes une même architecture mentale, une même foi dans la planification centralisée et conduisaient inexorablement vers une même destination, la servitude. Dans les 10 prochaines minutes, vous allez comprendre pourquoi ce diagnostic d'Hayek est plus actuel que jamais. Vous comprendrez le mécanisme précis par lequel le collectivisme, quelle que soit sa forme, détruit la liberté d'entreprendre. Et surtout, vous allez saisir pourquoi votre capacité à créer de la valeur, à innover, à construire votre propre destin économique, constitue le dernier rempart contre cette servitude moderne. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel opus consacré à la route de la servitude de Friedrich Hayek, un manifeste salutaire pour toute liberté entrepreneuriale. La route de la servitude fait partie de ces livres qui créent à ses lecteurs un véritable électrochoc. À ne rien vous cacher, il fut pour moi une véritable révélation. La route de la servitude paraît en 1944, dans une époque où le monde occidental est à l'aube de sombrer entre deux totalitarismes, le nazisme ou le stalinisme. Pourtant, Hayek ne part pas seulement en croisade contre ces extrêmes. Sa thèse est autrement plus dérangeante. Il affirme que toute forme de planification économique centralisée, y compris celle des social-démocraties bien intentionnées, contient en germe les mêmes tendances totalitaires. Pourquoi ? Parce que la planification économique ne peut fonctionner sans concentration du pouvoir. Et cette concentration requiert inévitablement la suppression progressive des libertés individuelles, dont la liberté d'entreprendre est la manifestation la plus concrète. Hayek observe que le collectivisme, dans toutes ses variantes, repose sur la même illusion, celle qu'une autorité centrale pourrait posséder la connaissance nécessaire pour organiser efficacement l'ensemble de l'activité économique d'une société. Ce fantasme constructiviste, comme il le nomme, ignore une réalité pourtant fondamentale, celle qui démontre que la connaissance économique est dispersée, fragmentée entre des millions d'individus qui possèdent chacun une parcelle d'informations locales, contextuelles et impossibles à centraliser. L'entrepreneur incarne précisément cette connaissance distribuée. Il perçoit des opportunités invisibles aux planificateurs. Il détecte des besoins non satisfaits. Il innove en combinant des ressources de manière inédite. Cette fonction entrepreneuriale ne peut exister que dans un espace de liberté, là où l'initiative individuelle n'est pas subordonnée à un plan collectif. Hayek décrit un mécanisme en 4 étapes qui transforme progressivement la liberté en servitude. La première étape tient dans une promesse de sécurité. Face aux incertitudes du marché, aux crises économiques, aux inégalités, les populations réclament davantage de sécurité. Cette aspiration peut être légitime, mais elle ouvre la porte à une nécessité de planification. L'installation d'une planification est donc la deuxième étape. Pour garantir cette sécurité, l'État doit coordonner l'activité économique. Il fixe des objectifs, alloue des ressources, détermine des priorités. Cette planification exige un consensus sur les fins à poursuivre. Ensuite, arrive un blocage par l'impossibilité du consensus. Dans une société pluraliste, il n'existe pas de consensus naturel sur les fins. Les entrepreneurs veulent innover, les salariés veulent la stabilité de l'emploi, les consommateurs veulent des prix bas, les producteurs, quant à eux, des prix élevés. Face à cette cacophonie, le planificateur ne peut trancher que de manière arbitraire et autoritaire. Et enfin, 4e étape, c'est la mise en place de coercition. Pour imposer son plan, l'État doit contraindre. Il limite la liberté de choix professionnel, restreint la liberté d'entreprendre, contrôle les prix, rationne les ressources. Progressivement, l'espace de liberté individuelle se rétrécit, et ce, au regard de l'inattaquable bien commun. Le camp du bien, en somme. Et c'est là le danger le plus terrible, celui d'une route de la servitude pavée de bonnes intentions. Pour l'entrepreneur, ce mécanisme signifie une chose. Dès lors que la planification s'impose, son espace de création se réduit. Il ne peut plus allouer librement son capital, choisir ses projets, innover sans autorisation. Il devient un simple exécutant d'un plan décidé ailleurs, par d'autres, qui ne possèdent pas sa connaissance du terrain.
Hayek ne se contente pas d'une critique négative, il propose une vision positive, celle d'un ordre spontané où la liberté d'entreprendre génère simultanément prospérité et dignité. Sur le plan moral, la liberté entrepreneuriale respecte la souveraineté de l'individu. Elle reconnaît que chacun est le mieux placé pour déterminer ses propres fins, pour poursuivre ses propres projets. Dans un système de marché libre, personne n'impose à autrui une conception unique du bien. L'entrepreneur qui crée une entreprise ne force personne à travailler pour lui ni à acheter ses produits. Il propose, il négocie, il coopère volontairement. Sur le plan pratique, la liberté d'entreprendre constitue le mécanisme de découverte le plus puissant jamais conçu. Le marché libre fonctionne comme un gigantesque processus d'essai-erreur où des milliers d'entrepreneurs testent simultanément des hypothèses, explorent des territoires inconnus, découvrent de nouvelles solutions. Les succès sont récompensés, les échecs sont sanctionnés, et cette sélection décentralisée génère un apprentissage collectif impossible à reproduire par la planification. Précisons qu'Hayek ne réduit pas l'entrepreneur à un simple maximisateur de profit. Il est, selon lui, un agent de transformation sociale. En créant de la valeur, il élève le niveau de vie général. En innovant, il résout des problèmes que les bureaucrates n'avaient même pas identifiés. En prenant des risques avec son propre capital, il démontre une responsabilité que le planificateur, qui joue avec l'argent des autres sans être jamais tenu pour responsable, ne peut en aucun point égaler. La liberté d'entreprendre n'est donc pas seulement une liberté économique, c'est la condition de possibilité de toutes les autres libertés. Car une société qui contrôle l'activité économique contrôle les moyens d'existence de chacun, et donc contrôle la vie elle-même. Lorsque Hayek publie La route de la servitude en 1944, nombreux sont ceux qui jugent son diagnostic excessif. Le socialisme démocratique, affirme-t-on, peut concilier planification et liberté. L'État-providence peut sécuriser sans asservir. Pourtant, l'histoire du XXe siècle valide tragiquement ces intuitions. Partout où la planification s'est généralisée, les libertés ont reculé. L'URSS, la Chine maoïste, le Cambodge de Pol Pot, le Venezuela chaviste, autant d'exemples où la promesse d'émancipation collective s'est transformée en cauchemar totalitaire. Mais la prophétie d'Hayek ne concerne pas seulement les régimes ouvertement totalitaires. Elle s'applique aussi aux démocraties occidentales où, progressivement, l'expansion de la sphère publique grignote l'espace entrepreneurial. Réglementation proliférante, fiscalité confiscatoire, contrôle administratif toujours plus pointilleux, autant de micro-servitudes qui, accumulées, étouffent l'initiative. Aujourd'hui, nous assistons à une résurgence des tensions planificatrices. Face aux défis climatiques, aux inégalités, aux crises sanitaires, aux déficits abyssaux, nombreux sont ceux qui réclament davantage de coordination, de contrôle, de planification. Or, Hayek nous rappelle que ces appels, aussi sincères soient-ils, reposent sur la même illusion, celle qu'une autorité centrale pourrait mieux savoir que des millions d'entrepreneurs dispersés. Le message d'Hayek pour l'entrepreneur d'aujourd'hui est limpide. Votre liberté de créer, d'innover, de prendre des risques n'est jamais acquise. Elle est fragile, constamment menacée par la tentative collectiviste. Mais cette liberté n'est pas qu'un privilège, c'est une responsabilité. En créant de la valeur, vous démontrez qu'une autre voie est possible. Vous prouvez que l'ordre spontané du marché génère davantage de prospérité que la planification. Vous incarnez la preuve vivante que la liberté économique fonctionne. Hayek nous invite à comprendre que chaque entreprise créée, chaque innovation lancée, chaque emploi généré constitue un vote pour la liberté. À l'inverse, chaque renoncement à entreprendre, chaque appel à la régulation, chaque demande de subvention nous rapproche de la servitude. L'entrepreneur authentique ne demande pas la protection de l'État. Il ne réclame pas de privilèges, de monopoles, de barrières à l'entrée. Il revendique simplement le droit d'être laissé libre de créer, d'échouer, de recommencer. Il accepte l'incertitude comme prix de la liberté, le risque comme condition de l'innovation. Cette posture exige du courage. Elle suppose de renoncer à la sécurité illusoire de la planification pour accepter l'inconfort de la liberté. Mais c'est précisément ce courage qui fait de l'entrepreneuriat non seulement une activité économique, mais un acte de résistance politique. Pour ma part, La route de la servitude a eu sur moi une forte influence, car ce n'est pas un simple livre d'économie. C'est un avertissement existentiel sur la fragilité de la liberté humaine. Hayek nous rappelle que le totalitarisme ne surgit pas brutalement. Il s'installe progressivement au nom de la sécurité, de l'égalité, du bien commun. Pour l'entrepreneur, ce texte devrait constituer un manifeste fondateur. Il révèle que votre activité n'est pas moralement neutre. En créant librement de la valeur, vous participez
à la préservation d'une société ouverte. En résistant aux tentations planificatrices, vous défendez non seulement votre intérêt, mais celui de tous. La question n'est donc pas de savoir si vous pouvez entreprendre librement, mais plutôt si vous voulez préserver cette liberté, si vous êtes prêt à la défendre, si vous comprenez qu'elle constitue le fondement même d'une société digne de ce nom. Hayek nous tend ainsi un miroir. Il nous montre deux chemins possibles, celui de la liberté, avec ses risques et ses responsabilités, ou celui de la sécurité planifiée, avec sa servitude programmée. À chaque entrepreneur de choisir sa route. Si cette vidéo vous a éclairé sur les enjeux véritables de la liberté d'entreprendre, n'hésitez pas à la partager. Et selon vous, pensez-vous que nous sommes aujourd'hui sur la route de la servitude décrite par Hayek ?